Au sommaire de cette édition, départ des pèlerins à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'était le dimanche 26 novembre 2017. Nous recevons sur notre plateau Momo Ziaou, la servante de Dieu, présidente fondatrice de la MRFC. Elle est là pour nous parler de son programme Côte d'Ivoire ouvre ton cœur à Jésus. Au Zimbabwe, les défis du nouveau président Emmerson. À l'international, développer le marché obligataire en Afrique. Chers téléspectateurs de la chaîne panafricaine, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec l'actualité locale chrétienne. Béni TV, en collaboration avec King Voyage, ont organisé la deuxième édition du pèlerinage en Israël qui se tient du 26 novembre au 4 décembre 2017. Les pèlerins se sont envolés le dimanche 26 novembre à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Nous écoutons les impressions des pèlerins. Aujourd'hui, c'est la joie pour moi d'aller sur cette terre sainte, parce que je sais ce que je vais chercher sur cette terre sainte, la santé, surtout la santé, et je sais que Dieu a déjà payé le prix pour moi. Et je vais à ce pèlerinage-là pour booster ma foi, parce que ça a été vraiment un rêve, et mon rêve aujourd'hui devient une réalité, et c'est vraiment une grande joie pour moi. C'est un voyage missionnaire, je peux le dire, parce que c'est une grâce d'effectuer ce voyage pour marcher dans les pas du Seigneur Jésus. Tout bon chrétien, tout bon serviteur doit vraiment effectuer ce voyage pour l'accomplissement, l'aboutissement de son ministère. Nous recevons sur notre plateau la servante de Dieu Momo Ziaou. Elle est la présidente fondatrice de la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire, MRFC. Bienvenue maman. Merci ma fille, et je voudrais bénir le nom de Dieu pour ta vie principalement. Amen. Et je voudrais dire merci aussi de ce que vous me faites l'honneur d'être présente parmi vous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Dieu soit loué. Nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi avoir choisi les 10 ans d'anniversaire de la MRFC pour ce thème Côte d'Ivoire ouvre ton cœur à Jésus? Et oui, cette question m'est toujours posée. Vous savez, chacun a sa manière de dire merci à Dieu. 10 ans dans la vie d'une organisation, surtout spirituelle, c'est pas 10 jours. C'est vraiment beaucoup de choses. On a connu beaucoup d'événements. Mais ce que nous retenons, c'est la fidélité et l'amour de Dieu qui s'est manifesté. Et quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux que l'aider à partager ce que tu as de bien. Et je voudrais que mon pays aussi bénéficie des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Alors, 10 ans, je veux dire merci à Dieu, mais surtout dire merci à Dieu pour mon pays. Vous savez que nous sommes dans une période très très sensible. Nous sommes à la fin de l'année et nous sommes aussi dans une période où le gouvernement fait mains et pieds pour que la réconciliation, beaucoup de perturbations. Et c'est nous qui avons le privilège de prôner la vraie paix, la vraie réconciliation. Alors 10 ans pour que chaque Ivoirien bénéficie de l'amour de Jésus et que la Côte d'Ivoire tout entière bénéficie de l'amour de Jésus. Et voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Maman, nous voyons tout de suite ici que la MRFC a un grand programme qui se tiendra très bientôt. Quel est l'objectif majeur pour la MRFC? Très bientôt, c'est cacher quelque chose parce que ma fille veut que cela sorte de moi. C'est déjà demain, nous sommes dans la ferveur de la fête et je crois que nous avons 6 jours pleins afin de pouvoir vraiment célébrer, gagner des âmes, arracher des âmes au diable, de l'enfer, afin de leur communiquer la vie. Vous ne voyez pas que je suis rempli de vie, et donc je vais partager cette vie-là. Voilà, je vais partager cette vie-là avec mes frères et sœurs ivoiriens. Et vous êtes les premiers à venir participer. Amen. Aussi. Nous confirmons à ce propos moment la présence de plusieurs orateurs et nous vous proposons de suivre leurs différentes interventions après leur arrivée sur notre sol ivoirien. Je voudrais demander aux pasteurs, aux servantes, aux serviteurs, aux ouvriers du Seigneur de ne pas manquer à ce grand rendez-vous, cette grande école du Saint-Esprit. Venez nombreux assister parce que je sais que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de l'impactation, c'est le Dieu de la restauration, c'est le Dieu de transfert d'onction. During this conference, durant cette conférence, that we would experience que nous allons expérimenter double favor, la double faveur de Dieu on the entire church sur toute l'Église and this nation. Et sur la nation de la Côte d'Ivoire. I also believe et je crois de tout mon cœur that God que Dieu is about to show His kindness Dieu va démontrer sa gloire to this nation à ce pays and also to Africa. Et toute l'Afrique. Nous croyons que c'est une occasion que le Seigneur va utiliser pour toucher quelqu'un dans ce pays, pour
restaurer la vie de quelqu'un, nous vous invitons, parce que nous croyons que c'est le temps de la visitation divine pour que le Seigneur te touche. Alors maman, nous venons de voir les interventions de grands orateurs qui sont présents à ce programme. Il s'agit de l'orateur, l'évêque Albert Kakenza, apôtre Nadji Albert, apôtre Flandop Steven, venus de différents pays pour ce grand rassemblement. Qu'est-ce que tu as dit pour ajouter pour nos très chers téléspectateurs qui nous suivent? Je voudrais que la Côte d'Ivoire comprenne quelque chose. Ouais. La parole de Dieu est claire. Si le Fils de l'homme t'a affranchi, tu es réellement libre. Alors je voudrais que nous soyons libres. La liberté ne veut pas dire faire ce qu'on veut, mais la liberté, c'est être sous la domination, sous la coupole du Saint-Esprit. Donc vis-à-vis du diable, nous sommes libérés lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de notre vie. Et vous savez, tous ces orateurs, c'est des éminents, nous les appelons les amis du Saint-Esprit. Ils ont une telle intimité avec le Saint-Esprit que nous voulons partager cela. Alors je voudrais dire, effectivement, ils sont là. L'évêque général Kakenza est là, l'apôtre Nadji d'Afrique du Sud et Flandop, ils sont bel et bien là, comme vous le constatez. Alors, ce serait une semaine remplie de la grâce de Dieu. Je ne dirais pas, venez, les miracles. Non, le miracle part de l'ouverture du cœur. C'est pourquoi le thème du programme dit bien, ouvre ton cœur à Jésus. Vous savez, tant que le cœur est fermé, Jésus ne peut rien faire. C'est le plus grand démocrate. Viens ouvrir ton cœur et tu verras que cette année qui finit, tu ne feras jamais partie du bilan des sorciers. Et l'année 2018 sera une année de gloire, une année où tout ce que Dieu doit accomplir dans ta vie sera accompli certainement au nom de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, vous avez suivi avec moi cette intervention de la servante de Dieu, Maman Ziaou. Nous parlons aujourd'hui du 10e anniversaire de la Mérepsi. Le thème, le grand thème de cette rencontre, c'est Côte d'Ivoire, ouvre ton cœur à Jésus. Merci maman pour... C'est moi qui vous remercie ma fille parce que la gloire de Dieu est là. Amen. Et que Dieu vous bénisse davantage. Et quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que la Côte d'Ivoire se déplace. Ce jour, la rencontre, le point focal, c'est Yopougon-Koweït. Nous avons 3 jours à Yopougon-Koweït. Le terrain qu'on appelle le grand terrain de Yopougon, précédé de l'école du Saint-Esprit, et que cette école sera sanctionnée de diplômes et de participation, avec la présence du grand de mon père dans la foi, le révérend Yaédion Robert. Et ensuite, nous terminons. Ce n'est pas des veillées pour que tout le monde puisse participer. Que les malades arrivent. Le diable, c'est lui qui rend malade, ce n'est pas Dieu. Et puis au terrain de la BAE, pour vraiment l'apothéose. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Voilà qui est lancé. Nous invitons tout le monde à venir participer massivement à ce grand programme de prière. Là-bas, vous trouverez la paix, la joie et le bonheur avec le Seigneur. Merci Maman Ziaou d'avoir effectué le déplacement pour venir sur notre plateau. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que le message, il est passé. Dieu vous bénisse. Nous poursuivons ce journal avec la semaine de la vie 2017 organisée par la Fondation Cœur de la chantre Marieta Kassi qui a eu lieu du 25 octobre au 1er novembre 2017. Ce cadre de promotion de la vie et de la solidarité a été meublé par des actions sociales, des enseignements et un concert dénommé Concert de la vie. La 7e édition de la semaine de la vie organisée par la Fondation Cœur, organisation à but non lucratif des églises évangéliques La Majestueuse, s'est déroulée du 21 octobre au 1er novembre 2017. Comme lors des éditions précédentes, la Semaine de la Vie 2017 a enregistré une remise de kits scolaires. Un geste d'amour qui a soulagé plus d'une centaine de jeunes du quartier Jérusalem d'Abidjan-Palmeraie. Au volet médical, une journée de consultation dentaire gratuite et une remise de kits de naissance à plusieurs mères de la maternité de Palmeraie ont été organisées. Avec pour objectif de favoriser l'insertion socio-économique des personnes défavorisées, de promouvoir la solidarité, la Fondation Cœur permet depuis sa création de soutenir plusieurs centaines de familles à travers des actions sociales. Pour sa présidente, la chantre Marieta Kassi, l'Église doit être porteuse d'espoir pour un monde meilleur. Nous savons que la connaissance est la vie. La Bible nous enseigne que le peuple périt par manque de connaissance. Donc si nous n'avons pas un minimum, si nous n'avons pas la base, nous sommes déjà fermés à une part de la vie qui est cachée dans la connaissance. Donc en offrant cette kit à ces enfants, nous leur permettons de poursuivre les études en toute quiétude et nous apportons aussi un certain soulagement à leur famille.
Au-delà du caractère social, la Semaine de la Vie est aussi un programme d'enseignement spirituel. Elle a été rehaussée par les interventions très poignantes d'hommes de Dieu, dont l'apôtre Zacharie Adetola, le pasteur Désiré Kassi Amouzou, président fondateur des églises évangéliques La Majestueuse, et les prophètes Joël Ayatode du Bénin et Miri Emmanuel du Nigeria. Bishop Georges Assaré était resté sur le plan national. Hier, Papa Zacharie est resté sur le plan international. Moi, je vais aller sur le plan local. Amen. Et je continue toujours à parler sur le leadership. Je suis très bref et vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand nous parlons de leadership, le leadership s'établit toujours avec minimum 2 personnes. Minimum toujours 2 personnes. Et Dieu, quand Dieu a créé, Dieu avait besoin d'exprimer son leadership, alors il a créé Adam. Amen. Cette semaine de la vie a été couronnée, comme à l'accoutumée, par un concert géant de célébration de la vie et de reconnaissance à Dieu, avec la participation de chantres de renom, Marietta Kassi, David Nestor, entre autres. En Afrique à présent, plus précisément au Zimbabwe, passe l'euphorie du départ de Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa, le nouvel homme fort du Zimbabwe, a d'énormes défis à relever. Dans un pays qui a atteint 90% du taux de chômage, il doit restaurer l'économie et créer des emplois. Le Zimbabwe va-t-il tourner la page des décennies de crise financière? C'est en tout cas ce que de millions de Zimbabwéens attendent. En effet, le taux de chômage a atteint les 90% dans le pays et nombreux sont ceux qui vivent de petits boulots. Le manque de liquidité dans les banques est à l'origine d'une inflation sans cesse galopante. Pour ces Zimbabwéens, Emmerson Mnangagwa doit restaurer l'économie et créer des emplois. Ils ne doivent pas chasser les vendeurs, ils doivent créer du travail. Les vendeurs doivent aller travailler pour que personne n'ait besoin de vendre ses oignons ou ses bananes dans la rue. C'est la première chose qu'ils doivent créer. Les défis qui attendent le nouveau président sont énormes. La crise financière n'est qu'une partie des nombreux maux dont souffre le pays. Le nouveau chef de l'État semble avoir pris la mesure de la tâche qui lui incombe, comme l'estime cet analyste. Mugabe a été considéré comme une sorte de personne anti-investissement. Étant donné la situation de l'économie, l'effondrement de l'industrie, notre relation avec la communauté internationale et Mnangagwa apparaît comme quelqu'un de différent. Dans sa déclaration qu'il a publiée jusqu'ici, l'économie semble occuper la première place sur la liste de ses priorités. La tâche du nouveau président s'annonce donc titanesque. Il devra redonner au grenier à blé du continent son lustre d'antan. À l'instar de leurs concitoyens restés au pays, des Zimbabwéens résidant à Johannesburg se disent contents du départ de Robert Mugabe, non sans se rappeler que chaque changement a toujours son lot de mélancolie. Reportage au sein de la diaspora zimbabwéenne de Johannesburg. En l'instar d'autres victimes de la gouvernance chaotique de Robert Mugabe à la tête de son pays, des Zimbabwéens de la diaspora se disent contents du départ du vieux lion, non sans se rappeler que chaque changement a toujours son lot de mélancolie. Ici à Johannesburg, la deuxième ville d'Afrique du Sud où on compte une grande communauté zimbabwéenne, ils se disent ravis de la fin de règne de Mugabe mais prudents. Nous pensons probablement à investir au Zimbabwe. Je crois que je suis trop vieux pour partir m'installer ailleurs. Je suis bien implanté ici, maintenant, après avoir tout perdu au Zimbabwe. Et je pense que l'on doit voir plus loin et être plus avisé en investissant au Zimbabwe s'il le faut, mais sans forcément retourner y vivre. Tous ceux qui sont ici, dans cette diaspora, n'ont pas envie d'être ici. Nous voudrions être dans notre pays d'origine. Nous avons des enfants que nous élevons ici, mais pas dans notre culture. Et c'est un problème que le camarade Emmerson Mnangagwa devra résoudre. 1 à 3 millions de Zimbabwéens ont pris la direction de l'Afrique du Sud voisine ces dernières années. Mais ils n'ont pas trouvé de l'autre côté de la frontière l'Eldorado qu'ils espéraient. Après le départ de Mugabe, tous ici espèrent une nouvelle vie.
Le 6e atelier d'AFMI s'est achevé au Sénégal le 24 novembre dernier. Les experts de l'initiative des marchés financiers africains se sont intéressés à la problématique des bases des données des marchés financiers africains. L'accès à des informations précises et des données sur les marchés de la dette africaine demeure l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés les investisseurs. C'est justement à ce problème que les experts de l'initiative des marchés financiers africains se sont intéressés lors du 6e atelier d'AFMI qui s'est achevé au Sénégal le 24 novembre. Il était par ailleurs question de présenter les développements récents concernant la base des données des marchés financiers africains et le fonds obligataire domestique africain. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire « je ne peux pas investir en Afrique parce que je n'ai pas de données ». On sait tous que tous les investisseurs ont besoin de données avant d'entrer dans un marché. Aujourd'hui, cette problématique est réglée. Au-delà de ça, AFMI aujourd'hui travaille sur le renforcement de capacité, mais aussi au travers d'événements comme celui-ci, on travaille sur la mise en place, la vulgarisation des notions qui sont liées au marché financier et à la promotion de ces marchés-là. Pour développer davantage les marchés obligataires en monnaie locale sur le continent, certains experts proposent que la courbe des taux soit allongée pour que les États africains puissent émettre des obligations sur 10 voire 20 ans. Actuellement, les États soutiennent AFMI. Ils ont désigné des agents qui sont des points focaux avec lesquels nous travaillons. Il faut se souvenir qu'en 2000, le total émis sur les marchés africains était d'environ 28 milliards de dollars. Nous sommes aujourd'hui à plus de 200 milliards pour 2016 seulement. En encours, nous sommes à plus de 300 milliards. Ça montre que de plus en plus, les marchés locaux sont utilisés par des États pour financer. Un vrai challenge, c'est toujours que l'essentiel de ces émissions se font sur le court terme. À ce stade, seulement 8 pays dont le Ghana, le Kenya et le Nigeria participent à cette initiative. Ils représentent 85% du marché des obligations domestiques africaines. Ailleurs dans le monde, les broderies des réfugiés palestiniennes rencontrent un succès fou à l'international. Faites à la main dans un petit atelier d'un camp de réfugiés palestiniens du nord de la Jordanie, ces châles aux motifs traditionnels seront vendus dans les boutiques haut de gamme à Paris, Londres ou Dubaï. Dans ce camp du nord de la Jordanie, cette Palestinienne brode un châle aux motifs traditionnels. Elle participe à un projet social baptisé Sep Jordan, qui permet à des réfugiés palestiniennes de s'émanciper par la broderie. Au début du projet, en 2013, elles étaient 20. À présent, elles sont 300. Pour Amina et sa famille, c'est leur unique source de revenus. Ce projet nous apprend à compter sur nous-mêmes, grâce à Dieu. Ça nous permet d'avoir nos propres revenus. Et l'être humain, lorsqu'il travaille et obtient son propre revenu, devient plus fort. Créé en 1968, le camp de Djiraj compte environ 29 000 réfugiés palestiniens qui ont fui la bande de Gaza. La pauvreté, le chômage et le manque d'infrastructures y rendent la vie difficile. Par leur choix de couleur ou de patron, les brodeuses palestiniennes se sont donné une devise. Chaque point raconte une histoire. Nous voulions prouver que nous existons. Les femmes ici souffrent beaucoup, notamment parce que la plupart des hommes sont au chômage. Ils ne travaillent pas. Maintenant, les femmes existent et elles peuvent s'auto-soutenir. Elles peuvent soutenir leur foyer et leur famille. Tous les 2 mois, les produits fabriqués sont envoyés à des magasins à Paris, Londres ou Dubaï, mais aussi en Cisjordanie occupée. Dans cette boutique d'un grand hôtel d'Amman, le prix d'une pièce peut varier de 30 à 430 $. Ailleurs, certaines se vendent à plusieurs milliers de dollars. Les brodeuses sont payées en moyenne 45% du prix de vente. Le reste est investi dans la formation de nouvelles brodeuses et dans l'import-export des matériaux. Les femmes font passer leur message à travers leur point de croix. Les pièces et l'art qu'elles produisent ne sont pas uniquement vendus dans des hôtels 5 étoiles, pas uniquement en Jordanie, mais sont distribués dans le monde entier. Aujourd'hui émancipés, ces réfugiés se sont donné un nouveau but, former de nouvelles brodeuses venues de Syrie.
Nous terminons ce journal en sport en Côte d'Ivoire. La salle d'Oufoué-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan a abrité le vendredi 17 novembre dernier la conférence de presse de lancement du tournoi des Grands Prix et du championnat du monde par équipe de taekwondo. Deux grands événements qui auront lieu du 2 au 6 décembre 2017. Ce sont au total 128 athlètes originaires de 15 pays qui s'affronteront dans le cadre de la finale des Grands Prix 4e édition. Tournoi initié par la Fédération internationale de taekwondo, ces révélations ont été faites par Maître Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, au cours de la conférence de presse de lancement de cette compétition de prestige. 8 des meilleurs athlètes olympiques par pays, soit 4 en dames et autant en hommes, auront le privilège de fouler les tatamis du Palais des Sports de Trècheville, espace choisi pour abriter cet événement. Toutefois, poursuit Bamba Cheikh Daniel, en sa qualité de pays hôte, la Côte d'Ivoire pourra aligner 2 athlètes par catégorie en dehors des catégories de Cissé Cheikh Salah et de Bagberut, les 2 derniers médaillés olympiques ivoiriens. Selon le premier responsable du taekwondo ivoirien, hormis son caractère prestigieux, ce tournoi revêt également un aspect compétitif important, en ce sens qu'il octroie 80 points pour la qualification aux prochains Jeux olympiques à tout athlète vainqueur dans sa catégorie. Cette compétition apparaît également comme le couronnement des 3 grands prix initiés par la Fédération mondiale de taekwondo, a rajouté Maître Odan, pour clore le chapitre final des Grands Prix. Autre sujet abordé par Maître Bamba Cheikh Daniel au cours de cette rencontre avec la presse sportive ivoirienne, la Coupe du Monde par équipe nationale. Pour cette seconde édition, ce tournoi mettra aux prises 16 équipes nationales, dont 8 féminines et 8 masculines, soit au total 96 athlètes issus de 12 pays. On nous a dit au président merci pour avoir autorisé cette finale des Grands Prix, nous accompagner avec les moyens décidés par le Premier ministre. Et je dis que nous ferons tout pour être à la hauteur de l'attente des Ivoiriens pendant ces 2 compétitions. En marge de ces 2 compétitions et pour mettre un terme à la saison de la Fédération internationale de taekwondo, le Gala des Awards, cérémonie de récompense de prestige, servira de plateforme à cette institution pour attribuer aux meilleurs encadreurs, athlètes et dirigeants des trophées pour travail bien fait. En prélude à cette semaine dédiée au taekwondo, un séminaire des arbitres rassemblera 40 d'entre eux, issus de divers pays du monde. Ces garants du respect des règles de l'art seront soumis à un séminaire de recyclage. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes. À bientôt.